Gagner 2000 € par mois pour travailler 39 heures pour un boss, c'est inconcevable. Une des meilleures métriques de l'impact d'une entreprise, c'est combien d'argent elle gagne en fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu crées des business à Lisbonne ? T'es entrepreneur internet, t'as pas énormément de villes. T'as Austin, t'as Miami, t'as Dubaï, Singapour un peu, t'as Medellin et t'as Lisbonne. Être salarié, c'est juste que tu pourrais être freelance et vendre ta compétence. Le salariat fait que ton boss te trouve des clients et il prend un cut sur ce que tu fais. Et si tu fais ce que tu fais, tu le fais ailleurs en créant ton entreprise et que tu trouves toi-même tes clients, bah en fait t'enlèves toutes les strates et ce que te prend ton boss et du coup tu gagnes plus d'argent. Un truc que j'ai fait pour aller mieux, ne pas avoir de pessimiste enragé dans ce sanctuaire. Si t'es dans mon cercle et que tu me casses les couilles, tu vas pas me casser les couilles longtemps. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Vous me retrouvez aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série Serial X Lisbonne, où je pars à la rencontre de 4 entrepreneurs francophones qui ont leur business basé à Lisbonne. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec Thibault Louis, qui me reçoit dans ses studios. Salut Thibault, comment tu vas ? Très bien, merci François de me recevoir. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Thibault, tu te définis comme un entrepreneur Internet. Ta mission, c'est d'aider les entrepreneurs Internet justement à gagner plus d'argent en restant alignés avec leur style de vie. Tu as plus de 112 000 abonnés sur LinkedIn, plus de 200 millions d'impressions sur Internet. Tu as accompagné plus de 2000 clients. Tout ça en quelques années, puisque en 2020, tu étais encore chômeur, comme tu le dis, chômeur Internet. Tu as eu pas mal d'activités. On va avoir l'occasion d'en discuter lors de cet épisode. Ma première question que je pose sur chacun de mes podcasts, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi dans une petite ville du sud-ouest qui s'appelle Pau, qui, malgré sa réputation, n'est pas si mauvaise que ça. On appelle ça, on disait c'est le Miami du sud-ouest, c'est pas si mal au final. Famille, donc mes parents étaient mariés, j'ai une sœur, on avait une maison à Pau. C'est plus facile qu'à Paris d'avoir une maison. J'étais dans une école catholique pour une raison très simple, c'est que c'était la plus proche. Ensuite collège un peu ZEP parce que c'était le plus proche, et lycée un peu bourgeois. J'étais un élève assez bon quand j'étais gamin. Ensuite au collège, bof, et au lycée j'ai remonté. Tu vois, j'ai eu des meilleures notes au bac qu'au brevet, ce qui, je pense, on dit assez long sur mon état d'esprit quand j'étais au collège. Voilà, mes parents, je pense, m'ont bien éduqué. Mon père, en fait, a travaillé énormément à l'étranger, beaucoup au Canada, aux États-Unis. Du coup, j'ai eu une éducation un petit peu différente des Français, un peu plus à l'américaine. Mon père me parlait beaucoup de chiffres, me parlait beaucoup de business, beaucoup d'industrie, etc. Tu te souviens de tes premières passions ? Ah bah oui, les premières passions, c'était les échecs. Les échecs. Moi, j'ai un profil un petit peu addictif, c'est-à-dire dans la psychologie, t'as des profils, t'as des gens qui sont plus prompts aux addictions que d'autres. Donc en fait, quand j'ai fait quelque chose, j'ai tendance à le faire de manière très poussée. Et donc ma première passion, c'était je pense que c'était les échecs, le jeu d'échecs. J'ai fait les championnats de France, j'ai fait le championnat d'Europe. J'ai un titre qui est le maître FIDE, maître de la Fédération internationale, qui récompense les 0,1% les meilleurs joueurs de la planète, quoi. J'ai eu une petite addiction aux jeux vidéo à un moment, ce qui est pour ça aussi que mes notes avaient chuté. J'ai beaucoup joué à Medal of Honor, j'ai joué à la Play, à FIFA, etc. Je joue plus du tout aux jeux vidéo maintenant parce que quand tu fais du business, t'as plus le temps. Et qu'est-ce qui te faisait kiffer dans les échecs ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé jeune là-dedans ? Franchement, tu sais, il y a énormément d'hommes qui sont complètement addicts aux échecs. Il y a beaucoup plus d'hommes qui jouent. C'est 80-20. C'est une discipline qui attire pas spécialement les femmes. Donc il y a beaucoup d'hommes et il se trouve qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont addicts aux échecs. Mohamed Salah, tu sais, il y en a, je sais plus si c'est Sergio Ramos qui joue. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Donc en fait il y a ce côté un peu ludique et en même temps stratégie, et en même temps compétition. On a envie de battre son adversaire. Tu vois, il y a ce côté aussi, ça fait travailler beaucoup la mémoire. Moi, ce serait difficile d'expliquer pourquoi j'aimais tant ça. Mais en fait, je crois que j'étais pas, parce que j'ai arrêté de jouer. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas tant le jeu en lui-même qui m'intéressait, mais plutôt la compétition. Que t'as retrouvé ensuite dans le business.
Ouais, plutôt l'adrénaline des lancements, etc. Mais je fais plus de compétition parce que maintenant, la nouvelle addiction, c'est le business, tu vois. Enfin, moi, je pense que quand tu fais du business, il y a un côté un peu obsessionnel. Il y a pas de bouton off, en fait. Moi, j'ai pas de bouton off. Tu vois, je m'arrête jamais. Mais c'est ok pour moi. C'est juste que t'y penses constamment. Je sais pas pour toi si c'est le cas ou si t'arrives à bien segmenter. Moi, c'est impossible. Ah ouais? Je pense que c'est impossible de segmenter. Enfin, globalement, je pense que dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des entrepreneurs qui étaient à 200% dans leur business, impossible de segmenter. C'est les gens qui te diront j'ai ma vie pro, ma vie perso dans 2 segments complètement différents. J'ai du mal à y croire. Alors je sais pas si ma vie pro et ma vie et EST ma vie perso, ou si ma vie perso et ma vie pro, mais pour moi tu vois, hier je mangeais avec Kevin Dufresne. Kevin Dufresne, c'est mon associé, mais c'est aussi mon ami, tu vois. Les gens avec qui je fais du business, forcément moi j'essaie de bien m'entendre avec eux, tu vois. T'as des prestataires qui sont devenus des potes, t'as des clients qui sont devenus des potes. Tous mes amis sont entrepreneurs. J'ai plus d'amis salariés, j'ai plus de potes salariés en fait. Tous mes potes, ma vie tourne autour des entrepreneurs. Tu vois, c'est donc et en fait il y a aussi un truc, c'est que je pense que quand tu fais du business, ton amélioration personnelle, ta courbe personnelle, elle est x10 par rapport à quand tu fais pas du business, parce que c'est le niveau d'implication, le niveau de responsabilité, le niveau de progression que tu dois faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, en fait. D'ailleurs, on tape beaucoup sur les chefs d'entreprise, mais on se rend pas compte que un chef d'entreprise, c'est hyper dur, quoi. Clairement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler de ce côté addictif du business. Pour revenir un peu à tes études, comment est-ce que tu les as vécues? Tu m'as dit que au collège, c'était un peu cata, et puis au lycée, c'est un peu reparti. Alors, moi, j'ai fait une école, donc j'ai fait 1 an de droit. Après, j'ai fait une école, j'ai fait Sciences Po Bordeaux, et après j'ai repris mes études et j'ai fait 1 année de business en business school. Alors clairement, là où j'étais beaucoup mieux, c'était en business school. En fait, Sciences Po et les business school, c'est pas les mêmes types de personnes, c'est pas les mêmes choses. Sciences Po, franchement, j'ai pas aimé. Bordeaux, hein. Je me suis retrouvé pas dedans dans tous ces trucs-là. D'ailleurs, j'ai fait un post où j'ai tapé sur la mentalité Sciences Po, que je me suis fait éclater. Les anciennes personnes de Sciences Po, il y en a beaucoup qui m'aiment pas parce qu'ils ont dit qu'en fait j'ai fait des posts viraux sur Sciences Po où je disais que c'était une mentalité de victime, tu vois. Et là, quand je vois ce qui se passe à Sciences Po, les gens sont fous, en fait. Je sais pas comment on en est arrivé à un niveau de victimaire woke comme ça, quoi. Et le business, c'est l'inverse. Le business, c'est la guerre. Enfin, si tu considères que t'es une victime en business, t'es foutu. D'ailleurs, les gens qui ont des mindset victimaires en business, ils y arrivent pas parce que le monde se fout de toi, en fait, de ce que tu penses. Si t'es une victime, le business, il y a beaucoup de gens qui se font manger tout cru et qui sont forts, tu vois. Et donc, je me suis plus retrouvé dans la business school. Par contre, ce que j'ai pas aimé dans la business school, c'est que il y avait une forme d'entrepreneuriat et de business qui était promue, qui était la start-up. Même si ça veut un peu tout et rien dire, mais en gros, si tu faisais une business school, c'était pas pour monter une boulangerie, ou c'était pas pour être freelance. Freelance, tu vois, dans mon année de business school, on m'a même pas raconté ce que c'était. Tu vois, quasiment tout le monde a monté une boîte à la sortie du master. Franchement, il y en a les 2/3 qui ont fermé, tu vois. Peut-être même 3/4. Et j'avais un pote qui est toujours mon pote, s'appelle Théo Maréchal. Et il a commencé à me dire, lui, il vendait des prestations Webflow, donc tu vois, un truc de site internet depuis le Japon aux US. Et il était tout seul et il était freelance, solopreneur, et il gagnait bien sa vie. Et je me disais, c'est quoi ce modèle, ce truc? Et en fait, on m'avait jamais raconté que c'était possible. Alors que fast forward maintenant, je m'appelle, comme tu dis, entrepreneur internet. Je sais même plus comment m'appeler parce que je suis pas freelance, parce que je fais plus de prestations de services. J'ai des associés, j'ai une équipe, mais j'ai pas envie de me dire CEO. Je suis pas CEO de quoi, tu vois. Donc je m'appelle entrepreneur internet. Je suis pas infopreneur parce que j'ai pas commencé par vendre des produits éducatifs.
D'ailleurs, j'aime pas le terme formation parce que je forme personne. J'ai des cours, voilà, ça me va de dire des cours. Tu les aimes ou tu les aimes pas, tu les achètes si tu veux. Si tu les aimes pas, bah je te rembourse. Ça c'est vachement important pour moi. Donc je m'appelle entrepreneur internet. Je touche des trucs, je suis avec des gens. C'est pas des salariés, mais c'est des prestats. J'ai des associés au studio, donc je suis investisseur. Tu vois. Mais j'aime pas me dire investisseur parce que je sais pas parce que j'ai foutu quelques dizaines de milliers d'euros dans ce studio que je suis investisseur, quoi, tu vois. Donc j'aime pas trop les labels, mais voilà, je suis entrepreneur internet. Je sais même jamais comment me présenter quand les gens me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Juste entrepreneur, c'est bien aussi. Hein. Bah oui, peut-être entrepreneur. C'est peut-être trop vague pour les gens, mais mais je sais même pas si je suis entrepreneur au final. Maintenant, tu sais, c'est tu vois, je me dis je pense qu'on l'a trop complexifié le terme entrepreneur, c'est le fait d'entreprendre des choses et à partir de ce moment-là, t'es entrepreneur entre guillemets. Tu vois. Oui, mais tu vois dans la tête des gens, on a parlé avant ce podcast. En gros, les gens qui sont dans le jeu de statut, c'est important de se labelliser. Je suis entrepreneur, ou alors je suis freelance, ou alors non, je suis CEO de start-up. Moi, je connais des gens, ils sont en slip sur leur canapé, ils font 500K par an. Ils branlent rien, ils font de l'apport d'affaires, des trucs comme ça, et ils font plus de chiffre d'affaires que des startups où ils sont 25 qui gagnent les titres. Ça n'a pas de sens de se dire les CEO. Donc tout ça, c'est des gens on met en avant des gens parfois sur des mauvaises métriques. Je suis désolé, mais pour moi, une des meilleures métriques, peut-être la meilleure métrique d'une entreprise qui est éthique, attention, c'est le combien d'argent tu gagnes en fait. Évidemment, si tu fais des bêtises, que tu vends de la drogue, etc., c'est pas top, tu vois. Mais tant que t'es éthique, que tu respectes les normes environnementales, sociales, etc., ben une des meilleures métriques de l'impact d'une entreprise, c'est combien d'argent elle gagne en fait, tu vois. Et sur la partie école justement, est-ce que à ce moment-là, tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, outre justement ces discussions avec Théo? Je me rappelle avoir parlé à mon pote Simon un jour, je devais avoir 22 ans, et je lui ai dit mais je me demande si j'aimerais pas créer une entreprise, tu vois. Mais à l'époque, tu vois, c'était lunaire pour moi parce que je savais même pas comment on faisait, je savais pas comment ça marchait, je comprenais rien au business. Et direct, il m'a dit ouais, ça c'est pas du tout mon truc. Et j'en ai parlé à deux gens, je commençais à dire ouais, c'est pas que je devrais créer une entreprise. Les gens me disaient ouais, je sais pas. En fait, il y avait un peu un rejet des entrepreneurs à Sciences Po. Il y avait aussi, j'avais beaucoup d'amis de gauche, tu vois, à l'époque. Tu vois, Sciences Po c'est très gauche en fait, ils sont très à gauche. Et la gauche aime pas le business. Il y a ce côté, le business c'est bling bling. Tu vois, j'ai un pote, je lui ai dit que j'avais investi et il m'a dit oula, j'aime pas l'investissement parce que l'investissement c'est faire travailler des gens à ta place. Je lui ai dit mais, enfin, je comprenais même pas et ça te montre à quel point tu vois, je suis devenu loin de plein de gens que j'ai rencontrés là-bas. Donc non, c'était pas trop une idée de business. En tout cas, j'étais très loin du niveau de compréhension actuel. Mais même dans mon école de commerce. Tu vois, on avait fait un projet et pour nous, on avait levé des fonds. On avait créé une sorte de technologie avant qu'il y ait le moindre product market fit. On n'allait pas du tout vendre. En fait, on faisait tout à l'envers. En fait, dans les business schools, on t'apprend à faire des trucs complètement à l'envers. Tu vois, le niveau en entrepreneuriat était pas bon. En revanche, donc je leur jette pas la pierre. En revanche, ça m'a fait rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé derrière. Ça, c'est sûrement ce qui apporte le plus de valeur, c'est les rencontres, notamment à l'école, qui créent ensuite des amitiés, qui créent ensuite des business, qui créent ensuite tout un tas de choses. Bah, en fait, je pense que, tu vois, quand je dis ça, les gens me disent, oui, pourquoi foutre 16K, en fait, pour aller boire des bières avec des gens intelligents? Bah, oui, en fait, la business school, c'est une colonie de vacances, quoi. En gros, tu payes de l'argent pour rencontrer des gens qui veulent aller sur le même niveau que toi. Et j'ai beaucoup de gens j'ai rencontré Maud Alaves, avec qui j'ai fait un cours sur LinkedIn. J'ai rencontré Théo Maréchal qui m'a aidé. Tu vois, quand j'ai créé mon entreprise en 2020, c'est la première personne que j'ai appelée, quoi. Je peux te raconter. En fait, à l'époque, j'avais, je voulais créer ah oui, j'avais une idée, je voulais appeler ça, putain, ça je l'ai raconté à personne, ça c'est une bonne anecdote. Ma première idée quand je me suis lancé, je voulais créer une entreprise que j'allais appeler le Content Killer Machine. La Content Killer Machine, en gros, l'idée c'était de vendre des packs à des entreprises où en gros, ils auraient des articles de blog, des vidéos de studio de podcast, des posts LinkedIn, des stories Instagram, et en gros on faisait des packages, on aurait fait 3 packages et on aurait appelé ça la Content Killer Machine. En gros, tu vends une entreprise, un ensemble de contenu internet.
Ce qui était assez intéressant pour moi, parce que je crée pas vraiment de contenu internet. J'avais créé un peu de contenu internet, mais je me disais, il y a un truc là-dessus. Et je pense que en fait, c'était une agence de ce qu'on appelle maintenant de brand content, quoi. Donc ça révolutionnait rien du tout. Et là, j'ai appelé les mecs, je dis ouais, ça, c'est mon idée, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et en fait, ce que je me rendais pas compte, c'est qu'en fait, on s'en bat les couilles de ton idée. C'est que Elon Musk, il fait ton idée, bah, il l'amène à 10 milliards, et si toi t'es nul et que tu fais ton idée, bah, personne t'achète. Donc en fait, voilà, c'était ma première idée, ce qui finalement je l'ai fait, mais de manière beaucoup plus nichée. C'est que en fait, ma deuxième activité comment j'ai gagné de l'argent, c'était d'écrire des posts LinkedIn pour des CEO de la tech. Ouais. Ça, on aura l'occasion d'en parler juste après. Avant de voir cette partie business, je veux te poser une question sur le salariat et sur ce que tu retiens de tes expériences de salariat. Alors, sur le salariat, je retiens 2 choses, le fouet et l'open space. Je me suis fait éclater par un influenceur YouTube parce que j'utilisais cette expression. Bon, je dis pas, enfin, je comprends pas en fait. Moi, je relate mon expérience en fait. Je n'ai rien contre les salariés, c'est juste que moi j'avais pas envie d'être salarié et je me suis fait fouetter en open space, quoi. Donc et enfin, je juge pas, je dis pas ça pour les gens, je parle pour moi. Gagner 2 000 € pour travailler 39 heures dans une entreprise, pour moi c'est ouais, j'ai pas utilisé le terme, mais je comprends pas en fait. En fait, je comprends pas comment j'ai pu être dans ce système-là. Et évidemment, ça m'a aidé, donc ça m'a formé. Mais moi aujourd'hui, il y a des assistantes, donc des assistantes qui ont pas de diplôme et qui je leur donne 2 000 € par mois, tu vois, en freelance. Et pour beaucoup moins d'heures que ce que moi je faisais. En plus, j'avais fait 7 ans d'études. Mais d'un autre côté, si cette société veut te payer ça, c'est que peut-être que tu vaux pas plus, ou en tout cas en gros, c'est un truc qui est pas très compliqué à comprendre, mais pourtant, quand tu le comprends, ça te mindfuck. C'est qu'en fait, être salarié, c'est juste que tu pourrais être freelance et vendre ta compétence, sauf que, en fait, le salariat fait que ton boss te trouve des clients. Et il prend un cut sur ce que tu fais. Mais si tu fais ce que tu fais, tu le fais ailleurs en créant ton entreprise et que tu trouves toi-même tes clients, bah en fait t'enlèves toutes les strates et ce que te prend ton boss et du coup tu gagnes plus d'argent. Mais en fait c'est complètement, c'est évident quand je le dis aux gens, mais quand t'es salarié tu penses pas comme ça. Tu dis je suis payé pour réaliser un job. Non, en fait tu es payé pour réaliser un job pour des clients. C'est juste que la seule différence c'est que ton entreprise trouve tes clients à ta place, et c'est le seul truc qu'elle fait à la place, c'est qu'elle trouve des clients à ta place. Mais à partir du moment où tu sais trouver des clients toi-même, t'as plus besoin d'être salarié en fait. Ouais. Et ça, les gens le comprennent pas. Et je pense que ce qui fait que justement des gens ne veulent pas entreprendre, et c'est totalement ok, c'est que justement ils veulent pas aller chercher des clients, ce genre de choses. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sans salariés, il y aurait pas aussi toutes les entreprises qu'on connaît, modèle agence, les startups, etc. Je pense que c'est aussi ta vision sur ce sujet. Ouais. Mais tu vois, il y a aussi des gens qui performent et qui kiffent aussi le fait de bosser pour quelqu'un d'autre. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, et ça je m'en suis rendu compte en discutant avec beaucoup de personnes, on a une hormone qu'on sécrète plus ou moins qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Il y a des gens qui en sécrètent plus que d'autres, et en fait, c'est une hormone où tu as besoin de stabilité, de sécurité. Et en gros, je sais qu'il y a des gens, l'incertitude financière et par rapport au business les met dans des états émotionnels où ils pleurent la nuit, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des moments où c'était dur, mais en fait, c'est pas l'inverse, mais une autre hormone qui te permet de mieux performer, c'est la testostérone. On comprend pas bien en fait la testostérone. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans une société tellement, je sais pas quoi. Dès que tu dis testostérone, c'est hyper négatif. Mais la testostérone, c'est pas juste l'hormone de l'agressivité, c'est l'hormone de la performance. Les gens qui ont plus de testostérone performent mieux. D'ailleurs, bah tu vois, si les gens tu peux pas c'est considéré comme du dopage, la testostérone. Tu vois, Paul Pogba, il a été contrôlé allegedly, parce que c'est encore en cours, positif à testostérone. Il s'est fait suspendre 4 ans. Donc tu vois, ce qui te montre l'importance de la testostérone par rapport à l'ocytocine. Et en fait, forcément, il y a des gens, s'ils se mettent dans des états émotionnels qui sont complètement fous parce qu'ils n'arrivent pas à gérer l'instabilité que demande le business, en fait, c'est pour ça qu'ils vont se mettre salariés. Il y a une phrase de Nassim Taleb qui est les 3 plus grosses addictions dans le monde, c'est l'héroïne, le sucre et un salaire à la fin du mois.
tu vois. Mais c'est vrai en fait que le salaire à la fin du mois, c'est ça qui te crée en fait un attachement. Et cet attachement en fait te permet de ne plus avoir à penser à ça. Mais moi, les gens qui le font, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans mon cas, gagner 2000 € par mois pour travailler 39 heures pour un boss, c'est inconcevable. C'est maintenant, aujourd'hui. Un jour, j'ai dit un truc sur Instagram. J'ai dit, je préfère laver les chiottes en freelance que bosser pour Google en CDI. Je le pense vraiment. Tu vois, pour moi, c'est... Voilà, je veux plus être salarié. Et je préfère... Et en fait, le statut, je m'en tape, en fait, tu vois. Je préfère... Franchement... C'est le côté indépendance, en fait. Ouais, je préfère vendre des framboises plutôt qu'aller... Moi, mes framboises plutôt qu'aller bosser chez Google. Tu vois, maintenant, je m'en branle du statut. Tu vois, les honneurs, bosser pour une grande boîte, la défense, je m'en bats les couilles. Paris, j'ai quitté, tant mieux. Est-ce que tu penses que cet état d'esprit, tu l'as eu dès le départ, ou est-ce que tu penses que ça a switché au fil des années, en fait? Ouais, franchement, parfois, je me dis, mais ça fait 4 ans que je fais ça. Mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir commencé hier. Mais tu te rends compte, quand j'ai commencé, j'étais dans un petit appart, j'étais avec mon ordi. Mon ordi, c'était une tablette reconditionnée Windows. C'est-à-dire que c'était même pas du neuf. J'avais acheté un truc reconditionné. Franchement, en 2022, je peux te dire, je croisais Ulysse Lubin. Non, fin 2021. Et il me dit, mais mec, tes Converse, elles sont trouées. T'as une tablette reconditionnée. Il m'a dit, mais si je te croisais dans un coworking, je viendrais même pas te parler, tu vois. Et à l'époque, je gagnais déjà, par rapport à un Français, je gagnais déjà beaucoup plus d'argent, tu vois. Mais dans ma tête, j'avais gardé un mindset j'avais une tablette reconditionnée, je m'étais même pas acheté un ordinateur neuf, tu vois. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais Thibaut, c'est plus le même, t'as plus le même oseille, tu vois. Je gagnais pas des milliers des cents, mais je gagnais beaucoup mieux qu'en salariat, tu vois. Et non, donc j'avais pas du tout ce mindset-là. Au début, quand j'ai commencé, j'ai eu le chômage. Donc j'ai pris le chômage, la RE, l'aide au retour à l'emploi. Mais j'ai dit directement à la conseillère, parce que j'ai eu un rendez-vous avec la conseillère, je lui ai dit directement que moi, je voulais créer une entreprise. Et je lui ai dit, est-ce que ça vous pose pas problème? Parce que peut-être... Elle m'a dit non, nous, c'est l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, c'est l'emploi sous toutes ses formes. Donc en fait, le pôle emploi, je crois que ça s'appelle France Travail maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on pense. D'ailleurs, pendant longtemps, les gens, moi, il y a un truc qui me saoulait, c'était les retards aux réunions. Bah, je peux dire un truc, c'est que la seule réunion de ma vie où on était deux et on arrivait les deux en avance, c'était avec ma conseillère Pôle emploi. On est arrivé 5 minutes en avance et je l'ai remerciée. Et je lui ai dit, franchement, c'est très, très louable. Elle était adorable. Sauf que, évidemment, j'ai eu que un mois de chômage parce que, en fait, dès le deuxième mois, j'ai excédé l'argent du chômage. Enfin, j'ai gagné plus que ce que que je recevais en chômage. Et je m'étais dit, en fait, je vais me donner le temps du chômage et je m'étais dit, et je me rappelle la première année, il s'est passé tellement de choses et je m'étais dit, au pire, même si ça s'arrête, je me dirais ça a été la période la plus incroyable de ma vie. Et vraiment, la première année de business, c'était l'année la plus incroyable. Et je me dirais, si ça foire, je retournerai bosser dans une boîte et je garderai des souvenirs de ouf. Sauf que du coup, en fait, à partir de cette période-là, 2020, j'ai eu l'impression, tu sais, il y a beaucoup de gens avec le Covid, ils ont eu l'impression qu'il y a une bulle et que il s'est passé quelque chose, quoi. En 2020, c'est vrai que 2020-2021, il s'est passé des trucs avec le Covid. J'ai eu l'impression un peu d'entrer dans une phase de lévitation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon corps, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit, bon, c'est une parenthèse. Sauf que cette parenthèse, c'est jamais terminée depuis 4 ans. Et je suis encore là. Et évidemment qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai créé plusieurs sociétés. J'ai déménagé à Lisbonne. J'ai voyagé à Dubaï. J'ai voyagé à Bali. J'ai voyagé en Thaïlande. Je me suis permis des choses que je pouvais pas me permettre avant. J'ai rencontré des gens que j'aurais pas pu rencontrer avant. Le fait de créer du contenu sur LinkedIn et de monter très vite, etc., en fait, m'a ouvert énormément de portes, des invitations de podcasts. J'ai des journalistes qui m'écrivent toutes les semaines. Mais non, j'avais pas cet état d'esprit-là. Mais je l'ai gagné. En fait, je l'ai eu, et c'est là où, tu vois,
je comprends pas ce truc des gens qui viennent casser les couilles aux gens qui créent du contenu sur Internet. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas grâce à mon école de commerce, même si ça elle a aidé. Si j'en suis là, c'est grâce aux entrepreneurs américains qui m'ont appris le business sur Internet, en fait, gratuitement. Cody Sanchez, Naval Ravikant, Paul Graham, Jack Butcher, David Perel, Daniel Vassallo, Peter Levels, Nicolas Cole, Dickie Bush, Hormozy, tous ces gens, c'est eux qui ont eu un impact majeur sur mon mindset, en fait. C'est avec eux que j'ai compris des trucs. Quand tu vas sur le site de Paul Graham et que tu lis ses articles, mais le mec, il a un QI à 250 et il t'explique des trucs qu'on t'explique pas dans les écoles de commerce. Ouais, puis c'est des références pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, pour probablement des centaines de milliers, voire des millions d'entrepreneurs. Des millions. Paul Graham, il a 2 millions d'abonnés. Ouais, et ça, j'ai appris grâce à eux. Donc moi, je remercie Internet, je remercie les Américains, je remercie les créateurs de contenu. Mais c'est pas des influenceurs, c'est pas quelqu'un qui va vendre l'eau de son bain. C'est des gens qui créent du contenu éducatif et qui ont changé ma vie, tu vois, gratuitement. Ouais. De toute façon, la différence entre un créateur de contenu et un influenceur, le créateur de contenu a une expertise ou plusieurs expertises, l'influenceur n'en a pas. Par contre, le créateur de contenu peut influencer à travers la création de son contenu. Oui. Mais l'influenceur, globalement, et d'ailleurs aujourd'hui le mot influenceur est très relié à la télé-réalité, etc. Ouais. Je pense qu'on a tous très bien compris comment différencier aujourd'hui la création de contenu et l'influence. Mais c'est clair que c'est clair. Mais tu sais, le terme influ-voleur, c'est marrant parce que du coup, quand t'as beaucoup d'abonnés, t'es influenceur et ils disent que les influenceurs sont tous des influ-voleurs. Merci Booba. Ouais. Non, mais en plus de ça, c'est un truc, j'en parle beaucoup actuellement et moi, je vends des cours. Alors, les gens disent des formations. Moi, je forme personne, je vends des cours. Ces cours-là, tu les aimes. Si tu les aimes, de toute façon, j'ai 99,3% d'avis positifs. Si tu les aimes pas, je te rembourse, tu vois. Donc, influx voleur, je vole qui, tu vois, si t'es pas content, t'envoies un mail et je rembourse, tu vois. Dans les bootcamps, on a fait 300 personnes. J'ai remboursé 2 personnes partiellement à leur demande. C'est-à-dire que je voulais rembourser totalement, j'ai remboursé partiellement à leur demande. Donc évidemment, les gens disent oui, vendeur de formation parce que t'as le truc Jean-Michel, salut jeune entrepreneur, etc. Mais moi, tu vois, hier la semaine dernière, j'achète le challenge Instagram d'Antoine Forest. Le cours est grave bien et ça m'a aidé. J'ai fait des vidéos et j'ai gagné des abonnés sur Instagram. Tu vois, quand j'achète le produit de Cody Sanchez pour monter la newsletter, j'ai appris des trucs très utiles. Après, il y a des gens, c'est pas leur manière d'apprendre d'acheter des cours. À ce moment-là, t'achètes pas les cours, tu vois. Moi, si je vends des cours, c'est parce que j'ai une expertise. Cette expertise, à l'heure, si tu veux me la louer, elle est très chère. Du coup, le fait de faire un cours, ça te permet en fait d'acheter mon expertise moins cher. Mais finalement, c'est le business de l'éducation et l'école, c'est peut-être le business le plus foireux actuellement en Europe. C'est une fabrique à délinquants, c'est une fabrique au harcèlement scolaire, c'est une fabrique à la médiocrité. Alors, je sais bien qu'il y a l'école, mais finalement, les cours, est-ce que c'est pas un complément en fait les cours en ligne, c'est un complément à l'école en fait, tu vois. Et je pense même qu'on est tous tout le temps en apprentissage, tu vois. On se forme constamment, on prend, je sais pas, des formations en ligne, on garde des contenus sur Internet. Et tout ça fait en sorte que je pense que les gens qui ont tout compris, ce sont ceux qui se forment en continu, en fait. Ouais. Pas uniquement pendant ta période scolaire, pas uniquement quand tu as été intéressé sur tel ou tel sujet, mais en fait, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Enfin, je sais pas, toi, si tu continues justement à te former, tu vois, tu me disais que tu t'as acheté une formation la semaine dernière. Ouais. Je pense que ceux qui ont justement tout compris sont vraiment ceux qui continuent d'apprendre constamment. Ouais. Alors, moi, je fais souvent une blague, c'est qu'en fait, j'achète plein de cours et je les lis pas. Tu sais, souvent, on dit, les gens, ils disent, ils veulent absolument ne pas acheter tes cours, avoir du gratuit. Moi, j'achète tous les trucs, tout le monde, je fais mon oseille partout. Et finalement, j'ouvre pas les trucs et je me dis, allez, prends l'oseille, tu vois. J'ai acheté une communauté de Dave Gerard, ça s'appelle Exit5, ça fait 1 an que je paye. Ouais, et j'ai jamais mis les pieds et ça me fait rigoler. Et en fait, Dave Gerard, il m'a aidé énormément par sa création de contenu. Donc en fait, je fais l'oseille, je m'en fous, tu vois. Ouais. Donc moi, c'est pas vraiment ma manière de faire d'acheter des cours. En fait, en général, quand je veux faire un truc, je le fais, tu vois. Okay. Quand tu vois, t'as un podcast, t'as pas de diplôme de journaliste, on s'en bat les couilles, tu vois. Moi, j'ai lancé un podcast.
En plus, tu vois, tu reçois plein de gens, j'articule mal, je me perds dans mes pensées, tu vois. On pourrait même dire, peut-être que je suis pas un bon podcasteur, mais franchement, bah, je fais quand même le podcast, tu vois. LinkedIn, j'ai pas fait de formation sur LinkedIn. J'ai regardé ce que Grégoire Gambato faisait, Nina Ramen à l'époque, et du coup, j'ai essayé de reproduire un peu. Et puis, en fait, tu te formes, quoi. Moi, tu vois, j'ai 150 000 abonnés sur Internet, et pourtant, j'aime bien dire que je suis pas expert réseaux sociaux. TikTok, je comprends rien. Instagram, j'ai 10 000 abonnés. Tu vois, je comprends peut-être plus que la majorité de la population, mais j'ai toujours l'impression d'être un chien devant la télé, quoi, tu vois. Ouais. YouTube, je me suis fait coacher par YouTube par Julien Song et il s'est foutu de ma gueule. Mais j'ai même pas de bannière, tu vois. J'ai même pas de lien sur YouTube. À quel point je suis nul, tu vois. Et pourtant, j'ai 7500 abonnés quand même, tu vois. Ah non, mais c'est clair, ça veut rien dire, de toute façon, la maîtrise des réseaux versus l'audience. Pour revenir à ton aventure business, t'as eu plusieurs activités. Au départ, t'as commencé avec le ghostwriting sur LinkedIn. Ensuite, tu t'es mis au bootcamp. Après, des masterclass payantes, de la création de communauté. Et aujourd'hui, cette année, tu es majoritairement sur un format académie, donc justement avec des cours et des masterminds. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de justement cette évolution du ghostwriting à aujourd'hui, le fait de vouloir créer une académie? Alors, en fait, dans ma création de contenu, à un moment, j'étais monsieur LinkedIn. Je vendais du LinkedIn, je vendais à des CEO sur LinkedIn. Du coup, je parlais en fait, j'avais une audience très business. J'apprenais aux CEO à faire du contenu sur LinkedIn. Il se trouve qu'à un moment, je me suis dit, OK, je vais aussi documenter ma vie de freelance. Et j'ai commencé à parler de freelancing et c'est là où j'ai pété, en fait. C'est là où ça a pété. J'ai pété sur un post sur le prélèvement libératoire qui a fait 2 millions de vues en 2021. À l'époque, je prenais 1000 abonnés par jour. Et ensuite, donc, j'ai continué, tu vois, sur ça. J'étais ghostwriter de CEO. C'était, franchement, un jour, je vais devoir faire un article pour raconter ma vie de ghostwriter de CEO parce que, franchement, j'avais 27 ans, je faisais 20K par mois en CA, peut-être plus, tu vois. Et pour travailler avec des CEO de la tech, t'imagines, pour vendre du LinkedIn, mais c'était insane. C'était insane. Et en fait, à un moment, tu veux arrêter de faire du conseil à l'heure, tu veux arrêter d'être freelance, tu veux créer des trucs plus gros que toi. Et c'est ce que m'avait dit ma coach à l'époque. Elle m'avait dit, donc j'ai pris une coach en fin de 2022. Elle m'a dit, mais en fait, t'es pas destiné à rester un petit baron de LinkedIn, tu vois, qui fait du ghostwriting. En fait, elle m'a dit, mais c'est trop facile. Ok, t'as trouvé un truc, c'est bon, tu fais un peu d'oseille et c'est bon, t'es content, ça suffit. Et en fait, je me suis dit, putain, elle a grave raison. En fait, je vais pas rester à écrire du contenu sur LinkedIn. Et du coup, après, alors il y a eu 2 trucs sur la création de contenu et sur le business. J'ai ouvert ma chaîne YouTube, même si, tu vois, j'ai commencé à faire du studio. Le podcast avec Oussama, ça m'a fait prendre une autre dimension. Oussama Hamar. J'ai fait les bootcamps LinkedIn. Ensuite, j'ai ouvert une communauté qui s'appelle les punks du web. Que je vais fermer. Je pense que quand tu auras ouvert publié le podcast, j'aurai annoncé la fermeture. Je vais fermer les Punk Duel. Les Punk Duel, c'est une communauté payante à 29 € par mois où en fait, tu as accès à une douzaine de vidéos en ligne sur LinkedIn, sur Notion, des trucs pour les solopreneurs, et tu as accès à un Discord. Je déconseille fortement à beaucoup de gens de faire du low ticket. Parce que même si la majorité des gens sont adorables, ça fait rentrer des gens dans la communauté qui sont des Karen, vraiment, littéralement. en fait, le pricing est un filtre. Et quand t'as quelqu'un qui peut t'acheter un produit à un prix très très bas, un produit éducatif ou autre, en fait, tu t'exposes à des gens qui ont des attentes disproportionnées. C'est-à-dire, déjà, premier truc, si t'es pas content, demande-moi un remboursement, je te rembourse. J'ai remboursé tous les gens qui étaient pas contents. Et t'as des trucs trop drôles. Après, je peux te donner une anecdote. Tu vois, t'as un dev. Parce qu'en fait, moi, je surveille le service client aussi, tu vois. Il y a un dev, il arrive et il envoie un email. Truc 14 jours, il me donne l'article de loi et tout. Il dit, en fait, il m'explique qu'il a le droit à 14 jours de rétractation. Je pense pas que ça s'appliquait dans le cas de SAP. C'était pas un cours en ligne, il y avait une communauté, etc.
Mais je me disais, putain, le mec, pour 20, en fait, il préfère envoyer un mail que, enfin, 29, que plutôt se désabonner, tu vois. Donc, il voulait récupérer 29 euros. Et donc, il a pris l'article de loi, etc. Mais, moi, je te le rends, t'es putain de thune, tu vois. Mais le mec, en plus, il avait consommé les trucs et tout, hein, tu vois, j'ai vu. Je vais sur son LinkedIn, le gars, il était développeur freelance Python. Donc, il fait au moins 100K par an, tu vois. Donc, j'ai aussi dû faire j'ai dû prendre un modérateur parce que il y avait un gars, il était insupportable et il mettait des mèmes avec des meufs à poil et tout. Et il y a des gens dans la communauté qui ont envoyé des messages en mode pourquoi vous, tu vois, tu te rends compte, t'es avec des adultes, tu dois prendre des modérateurs comme un forum en fait, et c'était vraiment la cour d'école. Après, il s'est passé plein de trucs magnifiques, tu vois, ça m'a fait rencontrer des gens à Lisbonne, il y a des gens qui sont rencontrés à Biarritz, il y a des gens qui sont rencontrés à Paris, à Chiang Mai, à Dubaï, ils m'ont envoyé donc c'était top. Mais putain, pour 29 euros par mois, les problèmes que tu te tapes, tu dois gérer le support client, les trucs, les mails. En fait, t'as un volume de clients qui est beaucoup plus gros, à des prix beaucoup plus faibles. Et donc, en fait, ça a fait exploser ton support client, ça fait exploser les réponses aux mails, les trucs comme ça. Donc, je pense que ce côté low ticket, c'est vraiment déclinable à tous les business. Enfin, le fait de complètement déconseiller. Enfin, si vous voulez pas perdre du temps avec des gens qui sont pas au bon endroit, au bon moment, etc. Ouais. Le low ticket, je pense que c'est vraiment déclinable pour tout, quoi. À part les commerces de proximité. Bah, écoute, j'ai vendu des produits à 29 euros, j'ai vendu des produits à 15 000 euros. Le mastermind, je peux te dire immédiatement que les personnes qui ont payé 15 000 euros, elles sont moins relous, hein. Même s'il y a des relous à 15 000 euros. En fait, les gens qui disent il y a pas de relous dans les high tickets, il y a des relous partout. Mais il y en a plus dans le low ticket, tu vois. Franchement, il y en a, je pense, ils ont payé 29 euros, ils s'attendaient au secret de la vie éternelle, tu vois. Et donc, en fait, ça m'a saoulé. Du coup, ça, je le ferme. J'ai ouvert le mastermind. Mastermind, c'est aussi une communauté, mais c'est une communauté beaucoup plus restreinte, où tu peux apporter beaucoup plus de valeur, donc, ça me convient mieux. J'ai ouvert les événements physiques. Et en effet, tu l'as dit. Donc là, j'ai un autre truc qui va sortir, que j'en ai jamais parlé, mais en fait, à côté du mastermind, je vais organiser des week-ends pour les entrepreneurs à Lisbonne. Donc, il y aura des dîners. Ils vont venir au studio ici. Je vais les coacher sur leur stratégie éditoriale, sur du LinkedIn, sur leur business. Un peu comme ce que fait Eric Larchevêque au domaine Larchevêque. Je pense que je vais limiter le nombre de places par week-end à 4-5. Et je vendrai ça 4 ou 5 000 euros, tu vois, pour le week-end. 3 jours à peu près. Parce qu'en fait, ça a énormément de valeur, les entrepreneurs qui viennent ici. Sauf que si tu leur files du studio, ils savent pas quoi faire. Moi, je peux les médias traîner. Si tu leur dis venez à Lisbonne, s'ils sont tout seuls, ils connaissent pas les bons restos, moi je peux les mettre, tu vois, avec des gens un peu comme eux, 6 chiffres annuels, et faire des dîners, etc. Ça, c'est un truc que je vais ouvrir. Et en effet, comme tu as dit, la deuxième partie, c'est l'académie. Donc l'académie, en fait, je vais ouvrir des cours. Donc là, actuellement, il y a plusieurs cours. J'ai un manuel LinkedIn avec Maud, donc qui est partagé. J'ai un cours qui s'appelle le solopreneur d'élite, qui aide en gros les gens à structurer leur business de freelancing solopreneur au-dessus de 100K. Il y a plein de trucs dedans. Il y a du LinkedIn, il y a de l'outillage par rapport à Stripe, Calendly, il y a des aides sur monter son podcast, sa newsletter, sur Instagram, etc. C'est très complet. Je vais ouvrir, donc là j'ai un produit qui va sortir, ça va être le prochain, qui va être les 100 templates LinkedIn de Thibault Louis. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, ce template. En fait, je me suis rendu compte un jour dans le bootcamp, je filais des templates aux gens, ils les utilisaient et ça marchait. Je me suis dit, il me disait, et tout le monde voulait plus de templates. Du coup, au lieu d'en faire 20, j'en ai fait 100. J'ai fait partir viral plein de monde. Tu vois, j'ai fait une conférence l'an dernier sur les 3 templates LinkedIn de posts viraux. Et alors, il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Et il y en a un, il est parti viral 3 fois. Jean-Bernard Mélé, tu vois. Et à chaque fois, il me tag en dessous du post, il dit, j'ai pris tes templates, ça marche, tu vois. Okay. J'ai plein de gens qui sont partis viraux sur sur LinkedIn. Donc là, je vais en donner 100, mais je vais donner des posts. En fait, je vais pas faire que des templates viraux. Je vais créer aussi des templates. Il y a un template de présentation de podcast. Tu vois, ça peut t'intéresser. Je suis parti viral plusieurs fois sur des épisodes de podcast sur LinkedIn. J'ai des templates. Je vais créer des templates de vente. Donc des templates, tu vois, comment vendre votre produit, comment faire du pré-sale, etc. Donc un truc assez complet. Ça, je suis hyper excité par ce produit. Je vais avoir un autre produit qui est en train d'être fait avec Alan Scale sur les vidéos virales sur Internet.
Tu vois, comment créer des reels, comment se filmer, tu vois, faire des stratégies vidéo simples. Et l'autre, ça va être un cours sur les automatisations business, c'est-à-dire, en gros, identifier dans les business, tu vois, les business internet, comment faire de l'emailing, comment automatiser les trucs entre eux. Tu vois, ça va être Brevo qui ramène vers des guides gratuits. T'as un lead magnet, ce lead magnet te fait envoyer une séquence email. Cette séquence email est une séquence de vente. Ouais. Tout ça se structure. Et en fait, c'est un cours sur les automatisations sur les entrepreneurs internet qui va sortir en septembre. Et ça fait déjà beaucoup de choses là, qui vont sortir. Parce que là, je dois sortir en plus, là, je vais sortir donc les week-ends et je dois sortir 3 cours. Donc, en gros, je sais pas comment j'ai eu une révélation il y a 2 mois et je me suis dit mais c'est ça que je dois faire en fait. Ça fait 80% de produits digitaux et le 20% avec les events physiques. Financièrement? Non, même pas en termes d'activité, tu vois. Ah je sais pas trop. Je sais pas trop. Le mastermind, ça me prend beaucoup de temps quand même. Okay. Les week-ends, ça me prend du temps aussi. C'est pas mal de logistique. Je sais pas du tout si ça va se vendre, mais on verra. De toute façon, tu sais, dans ma vie, j'ai lancé 42 produits. Et j'ai un système de gommettes verte, gommettes orange, gommettes rouge. Si ça surperforme ou ça performe, je mets vert. Si ça performe moyennement, je mets orange. Et ça performe mal, je mets rouge. J'ai lancé 42 produits, j'ai jamais eu de gommettes rouges. J'ai eu des gommettes oranges. Mais donc en général, j'ai un bon pif, tu vois. Le week-end à Lisbonne, j'ai besoin je dirais que, allez, si pendant les week-ends j'ai 3 personnes, ou plus, ce sera vert. En dessous de 3 personnes, peut-être orange, ouais. Et si j'en vends 1 ou 0, peut-être rouge, tu vois. Ouais, je vois très bien. Je suis assez convaincu sur le format des week-ends. Je pense que c'est vraiment sur ce genre de moment qu'on peut créer des vraies choses, on va dire. Ouais. Et très complémentaires avec les produits digitaux. Retour, c'est une tendance que j'ai écrit il y a un an. Retour, grande tendance, c'est l'événementiel physique haut de gamme. Exactement. Ouais. Franchement, je suis très aligné. Pour te donner un exemple, moi j'ai rejoint un club fin d'année dernière sur Paris qui s'appelle We Are. C'est le premier club dédié aux industries créatives et digitales. Donc ils ont un hôtel particulier assez exceptionnel à côté de l'Élysée. Et en fait, ils organisent des événements toutes les semaines. Donc dans les événements, c'est aussi bien des talks avec des grosses personnalités. Donc typiquement, ils ont reçu tous les présidents de la République, Sarkozy, Hollande, Macron, etc. Mais aussi des entrepreneurs, genre l'ex-boss de M6 par exemple. Donc toutes les semaines en fait tu t'y rends, tu t'assistes au talk, tu rencontres des gens, tu connectes avec les gens. Il y a 1600 membres dans ce club et que tu peux contacter directement via une application. Et dans ces 1600 membres, globalement, si tu fais partie des industries créatives et digitales, t'as tout le gratin, on va dire, français, francophone, présent dans ce club. Et pour le coup, c'est très relié sur l'expérience physique, l'événementiel physique. Ça coûte combien? C'est pas cher. Alors, moi, je suis sur un modèle moins de 30 ans, je crois que c'est 1600 € l'année. Et t'as tout inclus, en fait. Ouais. Mais attends, s'ils ont 1600 membres. Sachant que le tarif de base est plus cher. Je crois que t'es entre 2000 et 3000. Ouais, du coup, ils font plusieurs millions avec ce club. Ouais, exactement. Ouais. Surtout qu'ils ont des gros investisseurs qui sont très probablement, qui n'ont pas des problématiques financières, tu vois. Donc, en fait, leur modèle est très vertueux. Ouais. Ça a ouvert en 2020. Mais pour le coup, c'est très stylé, quoi. Écoute, moi, j'ai un club, là, je suis dans un club un peu informel qui s'appelle le Fix Club, ici. Cherchez pas, ça sert à rien de chercher en ligne parce que c'est un truc, c'est limite comme les francs-maçons, il y a pas de site internet, il y a pas de documentation, il y a pas de brochure, c'est un truc de network très privé. Et on fait des dîners, je rencontre des gens, putain, c'est comme ça que j'ai pu avoir l'opportunité d'investir dans ce studio. Et en fait, c'est ouf, quoi, mais tu sais, on parlait du Covid, du online. Alors oui, mais franchement, les gens, ça les régale d'être dans des dîners privés. La dernière fois, j'avais emmené les gens du mastermind au Mona Verde. Tu vois, t'es sur un rooftop, on avait une photographe et tout. Enfin, c'est génial, tu vois, t'as comme expérience. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, en parlant justement de Lisbonne, évidemment, j'ai quelques questions sur Lisbonne, puisque ça fait partie de cette série. La première, c'est justement pourquoi est-ce que aujourd'hui tu crées des business à Lisbonne? Pourquoi est-ce que t'as déménagé à Lisbonne? Alors,
quand t'es un créateur de contenu, tu es entrepreneur internet, t'as pas énormément de villes qui sont positives pour ton écosystème. T'as Austin, t'as Miami, t'as Dubaï, t'as Singapour un peu, t'as Medellín et t'as Lisbonne. Et en fait, du coup, faire un choix. Moi, je parle pas espagnol, donc Medellín ou même Miami, c'était un peu dur. Même si, bon, Miami, c'est une ville américaine, mais Miami, c'est aussi très cher. Tu vois, faut vraiment s'accrocher à Miami quand même. Austin, why not? Mais bon, les États-Unis, c'était pas la prio. Du coup, il restait Dubaï. C'était pas trop mon kiff. Et finalement, donc, soit je m'installais dans le sud de la France, vers Biarritz. Biarritz, c'était un choix. Soit Budapest. Budapest, c'est une ville aussi pas mal. Il y a pas mal de créateurs de contenu. C'est assez cool, Budapest. Contrairement à la réputation que ça a, c'est une ville qui est pas mal. Et par contre, Lisbonne, t'as la sécurité politique, t'as beaucoup d'entrepreneurs ici. Donc j'avais un réseau francophone. Je suis arrivé à Lisbonne. Au début, je devais rester de manière temporaire. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'allais rester. À la base, du coup, j'avais une mission très vite. Au bout de quelques semaines, on me propose d'investir dans un studio. J'ai investi dans un studio, on le crée. Et du coup, je me dis en fait, je vais passer de toute façon quelques mois pour créer le studio, pour faire du marketing, faire beaucoup de dîners, tu vois. Je vais faire beaucoup de dîners. En fait, je suis passé à un modèle où, en fait, c'est marrant, hein, mais je suis entrepreneur internet, je fais beaucoup de création de contenu, etc. Et pour autant, ce qui me rapporte le plus d'oseille, c'est les dîners. Je close des gens dans les dîners, tu vois. Je parle avec les associés. Quand on est avec des associés, limite, on se fait des coaching business, etc. Je passe ma vie à faire des dîners. Et ces dîners apportent des sous. Tu vois, quand la semaine dernière, je vais avec un autre créateur de contenu, je lui vends un week-end, tu vois, du mastermind. Un dîner potentiellement peut me rapporter 10 000 ou 15 000 euros, tu vois. Alors évidemment, c'est pas un dîner, souvent c'est plusieurs dîners, tu vois. Mais je fais du business comme ça. Donc Lisbonne, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Du coup, j'ai créé le studio de podcast ici. Donc tu vois, j'ai ramené un studio ici. Finalement, je me suis associé avec des gens, donc je les ai associés à Lisbonne. Mais tout ça, c'est fait de manière assez naturelle. Et je pensais que Lisbonne, c'était un peu crowded, tu vois. Je pensais que c'était full, c'était trop le bazar, etc. En fait, non, Lisbonne, c'est pas crowded, c'est vachement cool, c'est une ville d'expat hyper sympa. Ici, il y a beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup d'Ukrainiens, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup aussi d'Américains. Tu vois, je peux donner un exemple. Dans mon club de sport, on est plusieurs milliers de personnes et il y a 40% de Portugais et le reste, c'est des Américains, des Brésiliens, des Français, des Ukrainiens, des Américains. Donc c'est très international comme ville. C'est une ville très expat, beaucoup d'expats. Ça a créé une réalité qui est à double tranchant pour les Portugais. La première réalité, c'est que ça a attiré beaucoup d'activités économiques pour eux. Donc ils ont ouvert beaucoup de restaurants, ils ont ouvert beaucoup d'hôtels. Ça a beaucoup dans le secteur du tourisme, du divertissement, la crypto, etc. Le problème que ça a créé, c'est que les prix ont augmenté et les Portugais, il y a beaucoup de Portugais qui peuvent pas suivre. Du coup, il y a des mouvements sociaux, etc., ce qui est normal. Et en fait, les Portugais sont un peu mélangés entre, d'un côté, ils sont contents en fait, ils sont contents que le Portugal devienne un pays économiquement attractif. De l'autre côté, ils doivent faire attention aussi à ce que socialement, les Portugais soient pas mis en dehors des villes et que ils puissent en fait s'y retrouver aussi. Ouais, s'y retrouver. Ce qui est dur parce qu'en fait c'est très bon pour le tourisme, etc. Mais du coup en fait c'est marrant, mais il y a pas mal de gens expatriés qui viennent à Lisbonne et il y a beaucoup de gens de Lisbonne qui partent vivre en Norvège ou aux États-Unis, tu vois. Ouais, donc tout cet investissement économique est vertueux pour le business entre guillemets. Ouais. Mais derrière, pour les locaux, c'est très compliqué parce que le prix de l'immobilier explose. Ouais. Du coup, ils sont obligés de quitter la ville, etc., quoi. Ouais, ça a pas de nom, ce phénomène. On peut appeler ça oui, parce que c'est assez nouveau, finalement. C'est de la gentrification internationale, en fait.
C'est avant, quand en gros c'était les bobos qui venaient dans les quartiers un peu pauvres, et on appelait ça un quartier gentrifié. Donc du coup les pauvres étaient sortis par la gentrification des quartiers. Là c'est une gentrification internationale en fait. C'est une immigration qui est nouvelle parce que en fait avant on se disait que tu sais, il y avait ce truc cette blague du plombier polonais dans l'Union européenne. On se disait, en fait, le mec de Pologne, il va venir en France et va piquer le job du plombier français. En fait, là, c'est trop bizarre. C'est des gens qui ont de l'oseille et qui viennent de pays, qui ont de pays qui ont de l'oseille, qui viennent au Portugal. C'est l'inverse, tu vois, c'est une gentrification internationale. Et oui, ça crée ça crée une réalité qui est difficile qui est difficile, et c'est une réalité qui est commune aussi à Austin, Medellín, Mexico, tu vois, ça devient de plus en plus international en fait, avec le digital nomade, etc. Bali, c'est les gens, avant ils disaient les gens, Bali c'est pas cher, va à Bali maintenant, tu vas voir, hein. C'est plus du tout le Bali il y a quelques années. Non, c'est Bali, ouais, il y a des trucs qui peuvent être pas chers, mais non, le pays qui est attractif actuellement, je pense, c'est la Thaïlande aussi. J'ai hésité à partir en Thaïlande aussi, ouais. Chiang Mai. C'est quoi les avantages et les inconvénients, justement, de créer un business à Lisbonne? C'est encore un pays un peu bureaucrate, tu vois. Parfois, t'as des laissez-passer, t'as des trucs un peu chelous, l'administration, elle est lente. Assez similaire à la France, du coup? Bah, la France, on a tendance à se moquer, mais c'est pas si... Bon, t'as des trucs avec l'URSSAF et tout, c'est éclaté. Mais tu vois, il y a eu pas mal de plans de modernisation du service public, etc. Donc, où il y a quand même des trucs que ça va, tu vois. Je vais pas défendre la France sur le système bureaucratique parce que je pense que on est à la ramasse un peu. Mais le Portugal, il y a des trucs où quand même il y a des trucs un peu vraiment à l'ancienne. C'est après les avantages, le business à Lisbonne, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ici, beaucoup de créateurs de contenu. L'avantage de créer un business à Lisbonne, c'est... En fait, j'ai vraiment l'impression dans une ville d'expat. En fait, les gens comprennent pas trop ce que c'est les villes d'expat, mais mon père était expat. Et en fait, il était travaillé dans l'industrie énergétique. Et en fait, quand il était expatrié, il y avait des gated community d'expats. Et en fait, c'est une vibe très particulière. Les expats, ils sont très ouverts d'esprit. Souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est des gens qui gagnent souvent pas mal leur vie. Donc c'est un peu, les expats, souvent, c'est un peu des kiffeurs, tu vois. C'est une vibe un peu auberge espagnole, quoi. Un peu Erasmus. Ouais, mais sauf qu'Erasmus, ils ont pas d'oseille. Donc, tu vois, c'est un peu, quand t'es un Erasmus, tu fais un peu le raccro. L'expat, les expats, c'est vrai que ça peut rappeler un peu Erasmus. Mais il y a un côté un peu, c'est très dîner. Avec une carte bancaire, quoi. Ouais, oui, il y a un peu ce côté. Et puis, je sais pas, c'est un peu difficile d'expliquer, mais t'as un peu l'impression d'être dans Sex and the City, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est un peu, c'est un peu, voilà, les dîners, les trucs un peu hype. En plus, il y a plein d'endroits chambés, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. Franchement, Lisbonne, c'est la belle vie. Par contre, faut de l'oseille, hein. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est pareil pour tout, je pense. Enfin, globalement. Oui. Est-ce que tu as un petit conseil, justement, pour quelqu'un qui viendrait s'installer ici? Non, j'ai pas spécialement venez au Creator Studio tourner des capsules. Non, c'est une ville qui est cool. En fait, il y a un avantage. Alors voilà, un truc que les gens savent pas, parce que moi j'ai appris tout ça. Maintenant, je fais comme si j'étais le top G de Lisbonne, mais c'est encore tout récent, en vrai. C'est hyper récent. Mais il y a un truc qui est génial à Lisbonne, c'est que c'est une capitale. Et à 15 minutes en voiture, t'as la nature, t'as la plage, t'as des forêts, t'as des montagnes. Tu vois, tu fais 30 minutes de voiture, t'es à Caparica, Cascais. Tu fais 40 minutes de voiture, t'es à Ericeira, le paradis des surfeurs. Tu fais 1 heure, t'es à Comporta, ou tu fais 1h30, t'es à Rabida. Tu fais 1h30 de vol, t'es aux Açores, tu vois. Ouais, t'as une diversité de paysages et d'expériences possibles, quoi. Même Sintra aussi. Enfin, c'est génial, ça. Non, mais franchement, un jour, j'étais en déprime, quoi. Et je sentais que mon corps me disait, mais Thibaut, là, t'es dans un appartement, c'était trop urbain, il y avait trop de trucs, tu vois. Et là, je prends un Uber et je vais à Caparica. Je vais à la plage. Je me rappelle, je me prends une bière.
sur le rooftop de la plage, perte de vue. Et en fait, je me rappelle avoir eu un sentiment de bien-être, tu vois. Et ça, tu peux pas le faire à Paris. Ouais. Et je pense que c'est assez rare, justement. Je pense que c'est la force de Lisbonne d'avoir justement une diversité d'expériences possibles, en fait, en très peu de temps. Je pense qu'il y a très peu de villes où c'est possible, en fait. Ouais. Les gens kiffent globalement Lisbonne. Je sais pas si c'est la meilleure ville. En fait, il y a une autre option qui est d'être dans les petites villes nature alentour. Donc, Sintra, Caparica, Estoril. Ericeira. Ouais, Ericeira, alors c'est un peu loin, 40 minutes, mais du coup, ils se mettent dans les petites villes et finalement, t'es dans une petite ville à côté, mais t'es en même temps, t'es à qu'à 20 minutes de Lisbonne. Finalement, 20 minutes, c'est quoi? C'est comme si tu prends du métro, tu vois, t'as des lignes de métro qui font plus de 20 minutes donc à Paris. Donc en fait ils ont les avantages de la vie parce que c'est un peu moins cher, donc d'avoir une petite maison, un truc comme ça, et en même temps ils peuvent venir faire la, entre guillemets, la teuf, mais tu vois, avoir le côté un peu hype de Lisbonne. Avant de passer à la dernière partie de notre échange, c'est quoi les prochains objectifs pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois? Donc je t'ai dit, donc en business il y a donc organiser les week-ends à Lisbonne. On rouvre une promo du mastermind aussi, donc l'idée c'est que ça devienne evergreen, et ensuite sortir mes cours. Là j'ai une grosse problématique actuellement. Je peux t'en parler parce que si tu veux, en fait, on considère aujourd'hui que quand tu es un entrepreneur à 6 chiffres annuels, tu vois, et que tu veux passer, en gros, si tu veux scale un peu ton business internet, tu as 4 principes. Donc le premier, c'est le personal branding du fondateur, tu vois, donc les réseaux sociaux, créer du contenu, YouTube, LinkedIn, ce que tu veux. Le deuxième, c'est la délégation, c'est avoir une team solide, tu vois, avec ce qu'on appelle un intégrateur, et en fait que ton intégrateur, ou on appelle online business manager ou CEO externalisé, il gère tous tes prestats. En fait, pour te sortir un peu du business. La troisième partie, c'est avoir une offre scalable. Donc en fait, est-ce que tu peux prendre 10 fois plus de clients sans augmenter 10 fois plus ta delivery ou tes coûts? Et la quatrième, c'est les automatisations. Donc tout ce qui est lié à, tu vois, les funnels de vente, les guides gratuits qui t'amènent à des séquences emailing, etc. Alors, j'avais pris beaucoup de retard dans le business sur le 4. Pourquoi? Parce que en fait, je lance les trucs tellement vite que du coup, j'ai accumulé de la dette technique. Et cette dette technique, je l'ai jamais rattrapée. Et en gros, j'ai fait un coaching avec Melissa Griffin, qui est une entrepreneure hyper talentueuse. Et en fait, elle m'a posé plein de questions, et juste en posant des questions, en faisant un diagnostic, elle m'a dit, t'as une grosse lacune ici, qui est en fait, t'as 15 000 emails, t'en fais rien, t'as pas de lead magnet, t'as pas de séquence, tes automatisations, elles sont éclatées. Et elle m'a dit, rien que ça, enfin, potentiellement, tu peux... Si t'optimises, tu peux faire... Ouais. C'était le gros point sur les 4 points. Parce que, en fait, j'ai plein d'optimisations à faire. Donc, en gros, là, on est en train de... Du coup, j'ai pris une CEO externalisée. J'ai pris une OBM. Donc, en fait, je suis en train de structurer. Ça me coûte plus d'argent. Mais je suis en une phase où je dépense pas mal pour scale, tu vois. Et vraiment, cette partie automatisation-là, je suis ravi, tu vois. Parce qu'un jour, je parlais à quelqu'un, et quelqu'un m'a dit, oui, d'ailleurs, t'en parlais ce matin dans ton email. Et en fait, j'étais là, j'ai envoyé un email ce matin. Et en gros, la personne s'est pris une séquence, tu vois. Et en fait, dans cette séquence, elle peut se faire upsell. Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est le fait d'avoir un truc où t'appuies sur un bouton et ça marche. Et en fait, parfois, le fait que quand tu dormes, les gens, ils s'inscrivent à des trucs, tac, ils se prennent une séquence, la séquence, elle est optimisée, le mec, il se prend un upsell. Franchement, c'est magique, tu vois. Ça, c'est une vraie dinguerie. Ouais. Et après, t'as le Google Sheet qui s'ouvre avec pam, la vente, tu vois. Ça, donc je suis en train de mettre en place ça prend grave de temps, tu vois. Ouais, beaucoup d'investissement, mais derrière, tu sais que ça va t'apporter quoi. Ouais, oui. Bah, parce que, en fait, les business internet, c'est pas, t'as 2 manières de scale, quoi. Enfin, t'as plusieurs manières de scale. T'as une manière qui est par l'organique, et si tu fais pas d'organique, bah, tu vas faire de l'ads. Mais l'ads, c'est encore un autre truc, j'en fais pas, tu vois. Parce que, en fait, de toute façon, pour l'instant, j'avais pas de business, mon offre j'avais pas d'offre assez scalable pour faire de l'ads. J'ai pas un système, j'avais trop d'offres, en fait, tu vois. Et je peux éventuellement faire un peu d'ads, peut-être sur les
les templates LinkedIn, je sais pas, on verra. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. Il nous reste 15 petites minutes. On respecte le timing. La dernière partie, c'est des questions rapides, mais évidemment, tu as le temps d'y répondre. Donc, prends ce temps. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Ouais, il y a 2 trucs. Quand j'ai eu des moments, franchement, là, les 4-6 derniers mois, c'était dur. Franchement, c'était dur. C'était dur parce qu'on a lancé le mastermind, on a eu des trucs, on a lancé un blitzkrieg, on a eu un hater qui nous a fait des trucs chelous, j'ai eu un article de presse mensonger, j'ai eu une personne dans l'équipe qui m'a fait une dinguerie. Enfin bref, franchement, c'était dur. C'était dur, tu vois. Et avec Kevin Dufresne, on s'est dit, franchement, à un moment, je me rappelle, j'étais avec lui et il faisait. Et je lui disais, mais toi aussi, t'as ça, genre. Et en fait, on se rendait même pas compte. À des moments, on devait. En fait, on faisait du breathwork parce que à un moment, j'en avais jusque là, quoi, tu vois. Et je me suis réveillé. Et en fait, je sais pas si j'avais mal au cœur, tu vois. Et c'est pas du cœur. Je sais pas si c'était le cœur, mais du coup, je disais, je sais pas si c'était de l'anxiété, un truc comme ça. J'avais un sentiment de trop plein. Et ce trop plein, il était franchement, il était relou, quoi. Je mettais beaucoup de pression, etc. J'ai plein de trucs à gérer. Dans ces moments-là, j'ai deux trucs. On va l'appeler une conseillère. C'est pas vraiment une psy, c'est une conseillère qui a des diplômes de psy. Je parle toutes les semaines. S'il y a un truc vraiment qui va pas, je l'appelle, tu vois. Par exemple, quand j'ai eu une dinguerie là dans ma team, là j'ai eu une montée, je l'ai appelé direct, tu vois. L'autre truc, alors je peux pas le conseiller aux gens parce que c'est une pratique qui est réglementée, etc. Mais je peux dire que moi je fais du jeûne prolongé. Donc surtout avant d'écouter, très important, documentez-vous sur le jeûne. Ne faites pas ça, surtout de manière parce que comme ça du jour au lendemain. C'est attention, hein, c'est quelque chose de suivi. Faut être suivi, etc. J'ai rien à vendre sur le jeûne. Tu vois, c'est moi qui le fais. C'est une pratique qui m'a été transmise par mon père. Lui, il le fait dans des centres. Il en a fait en Espagne et il en fait dans la campagne, je sais plus où. En gros, ça se prépare, faire une descente alimentaire, etc. Et un jour, j'allais pas très bien et je lui ai dit, ok, parle-moi. Il me dit, ok, faut faire ça. Et j'ai fait un jeûne prolongé de 7 jours. Et je suis sorti de là, je pétais le feu, tu vois. Que de l'eau, avec du citron et du sel rose là d'Himalaya. Donc ouais, donc ça. Après, je fais beaucoup de choses préventives. J'ai un massage 2 fois par semaine, 2 fois 2 heures. Ça me coûte hyper cher. Donc je fais 2 fois 2 heures de massage. Franchement, donc j'avais un massage par semaine au début, maintenant j'en ai 2. En fait, j'ai donné des horaires et j'ai dit vous me bouquez jusqu'à la fin des temps, quoi, tu vois. Et que si je viens pas, je vous préviendrai 2 semaines avant. Je me suis grave remis au sport. Donc j'ai un coach sportif. Ici j'ai un club, donc c'est un club qui est génial, qui fait à la fois il y a des bureaux dedans, il y a une cantine, donc c'est un truc où je vais bosser et tout, et il y a une salle de gym et je fais de la gym. Là je me suis remis, donc je fais de force, je me suis remis au cardio. J'ai un truc qui est pas mal du tout, qui m'a donné mon prof, c'est au début tu fais 10 minutes pour t'échauffer, tu fais 1 minute 6 km/h, donc marche rapide, 1 minute 8 km/h, donc tu cours. Même là, je monte à 9, 10, et donc je me refais du cardio. C'est déjà pas mal. Bah ouais, après, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir des potes, qu'on va faire des dîners. En fait, moi, je peux pas m'empêcher de faire du business dès que je vais voir n'importe quoi. En fait, je vais dans n'importe quel resto, je peux vendre des trucs au studio, etc. En fait, je suis toujours en train de faire du business. Ouais, je comprends très bien. Voilà. Donc, pour aller mieux, ouais, c'est des trucs comme ça, ouais. Toutes ces choses-là sont hyper complémentaires. Ah oui. Et un truc que j'ai fait pour aller mieux, ne pas avoir de pessimiste enragé dans son sanctuaire. Ouais. Franchement, si
t'es dans mon cercle et que tu me casses les couilles, tu vas pas me casser les couilles longtemps, je te le dis, tu vois. Et que ça, je peux plus supporter les connards, en fait, vraiment. Ça, c'est vrai que le pessimisme, c'est hyper toxique. Le scepticisme, le pessimisme, les gens toxiques, vraiment le pire comportement, c'est les gens facilement enragés. Non, facilement indignés. Tu ne peux pas dire ça. Comment oses-tu? Allez, ferme ta gueule. Franchement, tu fais ça une fois, je te vire. Je peux plus blairer. Franchement, j'ai sorti tous les connards de ma vie. Et c'est génial. Je sais pas comment j'ai pu tolérer ça avant. Mais je suis très aligné avec ce que tu as dit, évidemment. Et ces dernières années, je pense que je fonctionne pareil. Dès que voilà, il y a ce genre de toxicité, etc. Je pense que la meilleure solution, c'est de couper les ponts. Ma deuxième question, c'est quel est ton plus grand rêve? Tu sais, moi, quand j'ai passé 30 ans, le jour de mes 30 ans, je me suis dit, chaque heure, je me disais, c'est pas fini, tu peux encore mourir, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas, il y a un moment où j'ai cru que j'allais pas les passer, tu vois. Je sais pas pourquoi. Et en fait, je sais pas répondre à cette question parce que tu sais, dans Pirates des Caraïbes, il y a le fameux, il y a un fameux objet, c'est le compas de David Jones, je crois, qui est en fait, ça te donne la direction de ce que tu veux le plus au monde. Et en fait, Jack Sparrow, il peut pas utiliser l'objet parce que en fait, l'aiguille, elle va dans tous les sens tout le temps. Parce qu'il sait pas du tout ce qu'il veut, tu vois. Donc, il affile à Will, et Will, il sait que ce qu'il veut le plus au monde, c'est retrouver, tu vois, Keira Knightley, là, tu vois. Donc, en gros, il peut pas. Et je sais pas ce que je veux dans la vie, tu vois. Tu vois, je pourrais te répondre, devenir libre financièrement, mais en fait, il y a une phrase qui est, be careful what you wish for, you might end up getting it. J'ai rencontré un mec ici, c'était un des premiers employés d'une des plus grosses boîtes du monde, donc il a pris de l'equity et il est multimillionnaire en fait. Il a une vie qui est déprimante parce qu'en fait il est devenu riche beaucoup trop tôt et du coup il a exit et du coup il a plus de projet. Et en fait c'est peut-être la pire chose qui puisse t'arriver, tu vois. Et en fait je me dis, et il y a plein de gens qui ont vendu leur boîte, qui sont devenus riches et qui ont fait des dépressions, mais en fait ils savent plus quoi faire, tu vois. Et donc en fait mon plus grand rêve, je sais pas, je pense que mon plus grand rêve, en fait déjà si je survis en bonne santé jusqu'à un âge par exemple 70 ans, franchement ce serait top, tu vois. C'est déjà très bien. Franchement déjà en fait je me suis mis tellement de coups de flip dans ma vie, tu sais il y a plusieurs fois où j'ai failli mourir, tu vois. J'ai failli mourir en Thaïlande, j'ai failli me noyer dans une pluie diluvienne, je suis tombé de plusieurs étages à Paris, il y a une barrière qui s'est effondrée sous moi, et je suis tombé, j'aurais pu y passer, quoi, tu vois. Et depuis j'ai énormément de gratitude, juste de se dire tous les jours, putain, mais c'est un bonus, tu vois. Tout chaque jour est un bonus, ça fait un peu non, bizarre dit comme ça, mais quand en fait quand tu t'es à deux doigts d'y passer, tu vois, j'ai fait une échographie, un IRM il y a pas longtemps. J'ai au crâne, j'ai ce qu'on appelle une exostose. Une exostose, c'est un truc c'est une pointe, quoi, tu vois. Et un jour j'ai mis la main là et je me suis dit mais qu'est-ce que t'as en fait. Et en fait cette exostose, elle s'est probablement provoquée quand je suis tombé. Okay. C'est rien, tu vois, mais à un moment j'ai eu peur. Et du coup, quand tu tapes des flips comme ça et qu'en fait on te dit non mais ça va, vous allez pas mourir, et ben ensuite tu passes la meilleure semaine de ta vie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis très d'accord. À l'inverse, c'est quoi ta plus grande peur? Mourir. Forcément. Jeune. Est-ce que t'as un livre à me conseiller? J'en ai plein, mais je pense que tu les connais. Donne-moi un. On le mettra en description. Bah, si tu le connais, en fait, tant que tu les connais, je t'en donne d'autres, ok? De Almanac of Naval Ravikant. Oui. Tu l'as lu? Non. Ah bah ouais, lis-le. Ouais, ça c'est Almanac of Naval Ravikant. Il y a un How to Win Friends and Influence People d'Al Carnegie, tu connais? Non. Ah, ça c'est un des meilleurs livres de l'histoire, hein. Il a un siècle, le livre. C'est génial. C'est trop bien de le relire, ce bouquin. En fait, quand tu regardes en France, les politiciens, les journalistes, beaucoup de gens de la télé, ils sont complètement à l'opposé de ce livre. C'est-à-dire facilement enragés, ils coupent la parole, ils font que se friter, ils sont pas du tout dans le compromis, ils sont dans l'indignation perpétuelle et en fait, Dale Carnegie t'explique que c'est des idiots, ouais, quoi, tu vois. Ok.
Bon, bah, 2 recos, c'est déjà très bien. J'ai déjà du taf en lecture. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller? Bah pareil, je vais te donner des trucs tant que t'as pas vu, tant que tu l'as vu, je t'en donne d'autres. J'aime bien les séries. Alors les meilleures séries. T'as regardé Breaking Bad? Bien sûr. Ok. Je pense que c'est ma préf. Mais je vais essayer de t'en trouver une moins connue. Alors, tu connais une série qui s'appelle Banshee? Ça me dit quelque chose de nom, mais je l'ai pas vu. Je peux te la pitcher en gros. Donc c'est Banshee. Le début est incroyable. En gros, c'est un mec, il sort de prison, il se fait poursuivre par 2 méchants, je sais pas pourquoi. Il arrive dans un laboratoire avec un laboratoire et c'est un drag queen qui tient le laboratoire. Ils font péter le laboratoire. Enfin, en fait, les 2 méchants les retrouvent. Donc, ils font péter le laboratoire derrière. Ils partent dans une ville qui s'appelle Banshee. Finalement, il y a une bagarre. Je sais pas pourquoi il est à Banshee. Et finalement, le mec de la bagarre, il y a un mec qui meurt. C'était le mec qui devait être shérif. Finalement, le gars, il le voit, il prend l'étoile du shérif, il se présente comme le shérif sous une fausse identité. Okay. Tu sais pas pourquoi il est poursuivi, tu sais pas pourquoi il prend l'étoile du shérif, tu sais pas ce qu'il vient faire à Banshee, mais il vient trouver un truc très particulier. Et après, le truc part complètement cool. Le pitch me plaît. C'est génial, c'était vraiment... Ok, bah nickel, je me note. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode? Il y a un mec qui est quand même incroyable, c'est Elliot Meunier. Je vois très bien qui c'est, ouais. Lui, il est... Putain, il m'a donné des leçons de business quand il avait 18 ans, c'était choquant, quoi. Franchement, il a appris mon business, il y a 3 ans, il a appris mon business, il m'a fait augmenter mes prix, c'est lui qui m'a appris les funnels, tu vois, comment mettre des funnels, etc., arrêter de faire des lancements, il m'a fait énormément réfléchir, il est tellement avancé, il est trop fort, ce mec. Ouais, qui a créé Atomic, si je dis pas de bêtises. Et la dernière question, c'est quoi pour toi, une ou un entrepreneur? Franchement, à partir du moment où t'arrives à faire de l'argent de manière indépendante, t'es entrepreneur. Mais c'est une bonne question parce que il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui sont statut entrepreneur et qui sont des salariés déguisés, quoi. Je pense aux freelance grands groupes. Mais je pense à partir du moment où tu fais de l'argent de manière indépendante et que t'es pas sous contrat salarial, t'es entrepreneur, ouais. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début du podcast. Ouais. Merci à toi pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était top. Merci, avec plaisir. J'espère que toi qui as regardé et écouté cet épisode, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous tes liens en description. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un maximum de kiff, un maximum de réussite. Ouais, bah franchement, argent, santé, bonheur, c'est le top, quoi. Exactement, c'est le plus important. Ouais. Merci beaucoup, Thibaut. Merci.